Des avions de chasse dans les airs, des véhicules calcinés au sol. Scène de guerre et de désolation en plein territoire russe. Ce mardi, pour la première fois, un millier de soldats ukrainiens a franchi la frontière avec des chars. La riposte ne s'est pas fait attendre. Moscou annonce avoir déjà tué 660 soldats. Colère de Vladimir Poutine. Le régime de Kiev a entrepris une nouvelle provocation à grande échelle. Il tire de manière aveugle avec différents types d'armes, y compris des roquettes, sur des bâtiments civils, des habitations et même des ambulances. Avec cette offensive, l'Ukraine cherche-t-elle à ouvrir un nouveau front? Une incursion d'au moins une dizaine de kilomètres dans l'oblast russe de Koursk. Plusieurs villages ainsi que la ville de Soudja sont atteints. L'état d'urgence est déclaré. Des évacuations sont en cours, comme le montrent ces images de la télévision russe. Une attaque restait secrète. Volodymyr Zelensky n'en avait même pas informé ses alliés américains. Hier soir, sans évoquer l'opération, il rappelle sa stratégie. Il est important de détruire l'ennemi, exactement comme nos soldats savent le faire, avec détermination, car cela renforce la défense de notre pays et car cela donne des résultats. Plus nous exercerons de pression sur la Russie, sur cet agresseur qui a amené la guerre en Ukraine, plus la paix se rapprochera. Une paix juste par la force juste. Comme ici à Soudja, des images de maisons frappées et en ruine. De quoi raviver certains doutes dans l'opinion russe. Depuis 2 jours, plusieurs partisans du Kremlin expriment même leur colère contre l'état-major. Comme cette influente blogueuse ultranationaliste sur Telegram. Chaque jour, ils mentent et font des erreurs qui coûtent la vie à nos combattants. Nous savons que l'ennemi attaquera là où nous avons des trous, mais nous continuons à gaspiller nos forces de manière irrationnelle, en nommant ceux qui ont déjà échoué à des postes à responsabilité. Ces dernières semaines pourtant, les Russes semblaient avoir l'avantage. En particulier dans le Donbass, village après village, leurs armées grignotent du terrain et se rapprochent de Kramatorsk, ville stratégique où stationne la garnison ukrainienne. Ce côté est dangereux. Les frappes russes arrivent constamment ici. Sur le front, ces soldats défendent chaque parcelle de ces ruines, mais constatent la progression des Russes. La situation en ce moment est difficile, tendue. Mais nous sommes aux côtés de nos gars, nous tenons nos positions, notre zone. Une avancée, mais à quel prix? Selon Kiev, les Russes dénombreraient 1 millier de morts et de blessés chaque jour. Malgré l'enlisement, l'espoir pour les Ukrainiens. Grâce aux F-16 promis par les Américains et les Européens, ces puissants avions de combat équipés de radars et capables d'intercepter des missiles ont finalement été livrés cette semaine. Nous avons eu des centaines de réunions et de discussions pour renforcer les capacités de notre aviation, de notre défense aérienne. Nous avons souvent entendu comme réponse que c'était impossible. Mais nous avons quand même atteint cette ambition et renforcé notre besoin défensif. C'est désormais une réalité, la réalité dans nos cieux. Les F-16 sont en Ukraine. Au moins 4 avions déjà livrés sur les 80 F-16 qui ont été promis. C'est sans compter les Mirage 2000 que la France devrait envoyer à l'Ukraine. On va revenir sur cette arrivée des F-16 dans quelques minutes. Mais d'abord, Guillaume Ancel, c'est vrai qu'on se pose cette question. Comment, en 2024, avec tous les moyens de surveillance qu'on peut avoir, les renseignements, les satellites, comment l'Ukraine a pu mener cette attaque aussi surprenante ? Et oui, Maya, on a dit un peu vite que le champ de bataille était devenu transparent, notamment à cause des drones qui pullulent. Et en fait, on voit bien que, pour reprendre l'expression de Clausewitz, le brouillard de la guerre n'a jamais été aussi intense. On croit tout voir et finalement, on ne voit rien. Mais là, ce qui est le plus étonnant, et on le retrouve bien dans votre reportage, c'est que la guerre portée au sein de la Russie, c'est un espèce de miroir de la guerre d'invasion de l'Ukraine. En fait, les Russes découvrent ce qu'ils font au quotidien aux Ukrainiens et ils ont l'air consternés, ce qui, quelque part, nous remplit de désespoir.
quand j'ai vu cet après-midi des messages de Russes sur Telegram, et Elsa en parlera mieux que moi, disant mais comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille alors que c'est exactement ce qu'ils font aux Ukrainiens depuis plus de 2 ans et demi. Au passage, je voudrais signaler que cette offensive ukrainienne, c'est exactement le contraire de la contre-offensive ukrainienne lancée en 2023 et qui a été un échec. Cette fois, au lieu de taper dans un mur au vu et au nez des Russes et d'essayer de l'enfoncer, ils l'ont contourné complètement. Et surtout, ils combinent très habilement des armes différentes, ce qu'ils ne savaient pas faire avant des formations approfondies dont on reparlera plus tard. Justement, ça reprend une question de nos téléspectateurs qui nous dit « Avec quel équipement militaire l'Ukraine a-t-elle opéré cette incursion sur le territoire russe ?» Léo Peria-Peigné. De ce qu'on en comprend, pour le moment, il y a eu une utilisation assez brève de matériel du génie pour brécher justement les lignes adverses, donc pour les déminer, pour combler les fossés et permettre aux véhicules de passer. On voit des véhicules assez classiques qu'on retrouve de l'autre côté aussi, donc des véhicules hérités de la période soviétique. Mais on voit aussi que certaines très bonnes brigades sont engagées, puisqu'on a vu des Bradley, donc des véhicules blindés d'infanterie chenillés qui ont été donnés par les Américains, qui ont été utilisés. Au moins un a été perdu d'ailleurs pendant l'offensive. Donc il y a un mix qui est devenu assez classique, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque unité reçoit certains types de matériel et voir quel matériel est employé me permet de voir que ce qui est engagé sur place, c'est pas des unités de second ordre, c'est pas la Légion des volontaires russes comme les 2 fois précédentes. Là, on est sur des brigades beaucoup plus performantes, notamment des brigades d'assaut qui sont un peu la crème de la crème de l'armée ukrainienne et qui justement... On se demandait un peu où elles étaient jusque-là, au sens où est-ce qu'elles étaient complètement fixées à protéger Kharkiv ou est-ce qu'elles préparaient quelque chose d'autre. Bon, on pouvait penser qu'elles seraient peut-être mieux utilisées à couper les pénétrations russes, mais apparemment elles ont plutôt été utilisées là-dessus. C'est un choix. Il faudra voir s'il est pertinent ou pas. Guillaume Ancel, juste, si je rebondis sur ce que vous disiez, vous nous dites en quelque sorte que l'armée ukrainienne a appris la leçon de la contre-offensive de 2023 et l'applique là, aujourd'hui, sur le terrain ? Elle a beaucoup progressé après son échec de 2023, qui évidemment a été une déception gigantesque. C'était en octobre dernier. On se souvient qu'à la même date, il y a un an, on suivait tous avec une forme de tension la contre-offensive ukrainienne dont on espérait qu'elle arriverait à percer les défenses russes. Ensuite, les Ukrainiens ont été obligés de se mettre dans une posture défensive jusqu'à maintenant. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, les nouvelles étaient plutôt mauvaises sur le front. On avait le sentiment que les Russes progressaient inexorablement, lentement, au prix de pertes effroyables, mais n'arrêtaient pas d'avancer. Et là, les Ukrainiens renversent totalement la vapeur et au passage, ils réattirent vers eux l'attention des médias, alors que depuis quelques jours, on ne parlait plus que de la possible riposte de l'Iran contre Israël. Effectivement, on va y venir.